Donc nous recevons aujourd'hui, et nous en sommes vraiment très heureux, une jeune journaliste dont on parle énormément depuis plusieurs mois. Je pense que c'est pour cela que vous êtes si nombreux. Elle a fait de brillantes études à Sciences Po Paris. Avant même la fin de ses études, elle avait été remarquée sur le site internet Causeur, qui est un site intéressant que je vous recommande, où on lit des choses originales et passionnantes. Elle a été rédactrice en chef, et je crois qu'elle l'est encore, de la revue Limite. C'est une revue d'écologie intégrale. Mais c'est la parution de son livre Adieu Mademoiselle, La défaite des femmes, le titre est explicite, La défaite des femmes, qu'il a placé donc sur le devant de la scène médiatique. Et depuis le mois d'octobre, vous pouvez la voir régulièrement sur France 2, dans l'émission Actuality, qui passe aux 17h, non, 17h30 40, c'est très précis, 17h40. Donc vous pouvez voir Eugénie dans cette émission intéressante qui aborde tous les sujets de l'actualité. Voilà, donc je crois avoir dit à peu près l'essentiel. On est vraiment très heureux. Elle vient de Paris spécialement pour nous. Donc elle est aujourd'hui journaliste au Figaro. Elle intervient dans cette émission de télévision et donc on est vraiment tout à fait heureux de la recevoir. Elle fait partie des personnes qui sortent un peu du quotidien de notre café philo. On est vraiment enchanté de l'avoir parmi nous. Alors elle m'a demandé qu'on procède un peu sous forme question-réponse et on va le faire ainsi. Je vous signale également qu'un libraire nous a fourni un certain nombre d'exemplaires d'Adieu Mademoiselle et qu'à la fin du café philo, vous pourrez bien entendu, si vous ne l'avez pas encore lu, je vais dire beaucoup de bien de ce livre, non pas parce que Génie est là, mais parce que je le pense profondément. C'est un livre bien plus nuancé, bien plus subtil que les caricatures qui en ont souvent été faites. Je vous garantis que vous aurez des surprises en lisant ce livre. Bon, peut-être qu'on va un peu les déflorer, ces surprises, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas de venir vous faire dédicacer le livre à la fin de la séance. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Donc Eugénie, merci vraiment de tout cœur d'être présente avec nous. Je rends hommage à ma collègue élue de la garde, Marie-Hélène Charles, parce qu'elle a joué un rôle décisif dans la venue d'Eugénie. C'est à Marie-Hélène qu'on doit en fait l'essentiel de ce qui s'est passé permettant cet événement. Et donc un grand merci à Marie-Hélène. Alors, la première question qu'on peut poser évidemment à Eugénie, c'est qu'est-ce qui vous a pris à 24-25 ans d'écrire un livre de ce genre ? Oui, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être là. Merci d'être venus si nombreux. Alors, pourquoi écrire un livre sur le féminisme à 24 ans ? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Et d'ailleurs, j'ai mis au début de la première phrase de mon livre, j'ai mis en exergue cette citation de Simone de Beauvoir, qui écrit « La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. » Elle écrit ça au début du Deuxième Sexe, donc son livre très connu où elle invente le féminisme en 1949. Donc déjà, à cette époque, elle dit pourquoi parler encore du féminisme, n'en parlons plus. Alors évidemment, dans sa bouche, ces mots sont ironiques, puisqu'elle va passer son livre à démontrer la nécessité du féminisme. Elle va même inventer le féminisme, puisque comme le dira Servan-Schreiber, le Deuxième Sexe est au féminisme ce que le capital est au marxisme, c'est-à-dire qu'il a inventé ce que le capital est au communisme, c'est-à-dire qu'il a inventé vraiment la matrice fondatrice du féminisme. Donc pourquoi j'ai voulu me remettre dans la roue de Simone de Beauvoir ? C'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais assez agacée par le féminisme militant tel qu'il se déployait, notamment quand j'étais à Sciences Po. Beaucoup d'associations féministes étaient très virulentes, qui étaient vraiment dans un objectif de déconstruction, d'une extrême violence, notamment envers les hommes. Et ça m'avait frappée, ça m'avait beaucoup interrogée. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux études de genre, à tout ce qu'il y avait derrière ce féminisme très militant, et j'ai trouvé des choses assez effrayantes et vertigineuses. Et j'ai trouvé que derrière ce militantisme, il y avait vraiment une idéologie. Et après, il y avait plusieurs événements sur lesquels j'avais écrit. J'avais écrit sur les fémènes, j'avais écrit sur les ABCD d'égalité à l'école, sur la théorie du genre, sur plein de sujets, sur le voile. Et je voulais rassembler ça en une forme un livre qui prenne toutes ces questions duquel le féminisme parle, et les réunir dans un livre et avoir un fil rouge qui soit une critique du féminisme contemporain. Et donc voilà, j'ai ambitionné ce livre qui soit
non pas un livre anti-féministe primaire qui consisterait à dire le féminisme c'est nul, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais finalement un droit d'inventaire de la révolution féministe. Après tout, à chaque fois qu'il y a une révolution, on fait un droit d'inventaire, on la critique. Après 1789, il y a eu la terreur. On peut distinguer le bon grain de l'ivraie. Et j'avais le sentiment que la révolution féministe était en train de tourner à la terreur. Et je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il y avait de bon et de mauvais dans cette révolution féministe. Et finalement, est-ce qu'on avait le droit aujourd'hui, 40 ans après cette révolution féministe des années 70, plus de 60 ans après le livre de Simone de Beauvoir, de Deuxième Sexe, est-ce qu'on avait le droit de questionner où en était le féminisme, est-ce qu'il avait avancé, est-ce qu'il avait apporté de bon, est-ce qu'il avait apporté de mauvais. Et j'avais le sentiment finalement que les féministes continuaient le combat exactement au même point qu'il était dans les années 70. C'est-à-dire quand on voit par exemple qu'aujourd'hui le planning familial fait des propagandes, enfin des campagnes de communication avec des cintres sur l'avortement, 40 ans après que la loi Veil ait été votée, on se dit, mais est-ce que notre argent public doit être dépensé pour ça, sachant qu'aujourd'hui, je ne crois pas que l'avortement soit encore menacé dans notre pays. Et j'avais le sentiment que les féministes poursuivaient les pâles fantômes d'hier et ignoraient finalement les vrais problèmes qui se posaient à la femme aujourd'hui. Et qu'elles s'étaient enferrées dans une sorte de cause abstraite des femmes, une idéologie en fait, et finalement assez éloignée de ce que nous, concrètement, les femmes de ma génération, on vivait. Alors, je vous ai dit déjà beaucoup de choses très très importantes et très intéressantes. C'est vrai que les livres sur le féminisme qui ont été remarqués depuis Simone de Beauvoir, mais il y en a eu beaucoup au cours des 20 ou 30 dernières années, ont été des livres écrits par des féministes, bien souvent, plus ou moins radicales. Avec la théorie du genre, on a vu apparaître effectivement des textes très, très extrêmes, Judith Butler et quelques autres. Si on vous pose brutalement la question, au fond, finalement, êtes-vous féministe? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Alors, je dirais non, je ne suis pas féministe, parce qu'en fait, pour moi, le féminisme est une idéologie, et je pense qu'on peut très bien être sensible aux inégalités sociales, sensible à la condition ouvrière, sans être marxiste. Et de la même façon, on peut être très sensible à la condition des femmes, aux inégalités entre femmes et hommes, sans pour autant verser dans le féminisme, qui est en fait une idéologie, c'est un isme qui consiste à regarder les rapports entre hommes et femmes uniquement sur le prisme de la domination. Et avec cette idée qui, pour moi, qui est un peu l'équivalent de la lutte des classes, mais appliquée à la relation homme-femme, qui est l'idée du patriarcat, qui aurait un espèce de complot de la société contre les femmes, plurimillénaire, et que les hommes ont organisé la société pour soumettre les femmes. Et cette idée-là, je n'y adhère pas parce qu'elle instaure justement la lutte des classes à l'intérieur du foyer, et qu'elle instaure une relation de lutte entre les hommes et les femmes, là où les relations sont beaucoup plus complexes. Et je pense qu'on ne peut pas réduire la relation entre l'homme et la femme à un simple prisme dominant-dominé. C'est beaucoup plus complexe, il y a des affaires de séduction, de pouvoir inversé, et je pense que c'est réducteur. Et donc c'est pour ça que je ne me dirais pas féminisme. Pour autant, je pense que il y a des vrais problèmes qui se posent à la femme concrètement, qui sont dus à son incarnation. C'est-à-dire que la femme a un corps différent de celui de l'homme. Notamment, elle a un privilège exorbitant qui est celui de la maternité. Et le fait qu'elle ait ce privilège, et en tout cas ce qui la différencie radicalement de l'homme, cette expérience, fait qu'elle a des problèmes différents. Par exemple, au niveau du travail, elle pourra être moins performante entre ses 30 et 140 ans parce qu'elle aura ses enfants. Son corps se rappelle à elle tous les mois à travers, par exemple, la menstruation. Et ça crée un regard sur le monde et quelque chose de différent, et peut-être une faiblesse qui fait qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais qui pose des problèmes. Par exemple, la prostitution, la GPA, l'avortement sont des problèmes spécifiquement féminins. Je ne nie pas que les femmes sont confrontées à des choses différentes, à des expériences négatives. Simplement, je pense qu'il faut mesurer les causes objectives de ces expériences négatives et essayer de les corriger une par une, mais non pas dans cette manière de systématisme idéologique qui, je pense, est mortifère. Et donc voilà. Et je pense que moi, je distingue en fait 3 vagues féministes. La première vague du féminisme, pour moi, c'est la vague des droits politiques et sociaux, c'est-à-dire qu'on a donné aux femmes les droits que les hommes ont obtenus en 1789 grâce aux Lumières, c'est-à-dire les droits civiques, le droit de vote, le droit de participer à la vie de la cité, qu'on a refusé pendant très très longtemps aux femmes, plus d'un siècle et demi aux femmes, parce que justement on les trouvait trop conservatrices. Donc les progressistes, les libéraux,
ont longtemps tenu la femme en dehors de la politique, parce qu'elle était trop réactionnaire. C'était elle qui allait à la messe, qui soutenait les curés, et on a refusé longtemps le droit de vote. Donc la modernité a été extrêmement régressive pour les femmes. En tout cas, la Révolution française, par exemple, a été une régression pour les femmes qui a été rattrapée par la suite. Mais la femme a été quasiment absente de la Révolution française, alors qu'elle était très présente dans les salons aristocratiques du XVIIIe siècle. Donc voilà, et moi c'est pour ça que je m'érige dans cette vision linéaire que fait croire le féminisme, comme quoi la femme serait passée de l'ombre à la lumière dans les années 70 grâce à la pilule et à l'avortement. Finalement, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a évidemment des périodes dans l'histoire où la femme est plus en retrait que d'autres, il y a des civilisations où la femme est plus en retrait que d'autres, et que ça n'est absolument pas linéaire. Je pense que par exemple la femme avait une place beaucoup plus importante dans la société au Moyen-Âge qu'elle n'en a eu sous le Code Napoléon au XIXe siècle. Et je pense qu'on n'est pas dans un progrès linéaire qui ferait que la femme est de plus en plus libre. Donc ça, c'était la première vague. La deuxième vague féministe, pour moi, c'est la vague de la libération sexuelle qui arrive donc avec 1968, dans les années 70, avec la maîtrise des femmes qui maîtrisent leur corps et leur fécondité. Et donc, grâce à l'avortement, la pilule, le divorce, qui sont libérées, entre guillemets, de la suggestion domestique et qui acquièrent une forme d'indépendance et qui deviennent des individus, en fait, à part entière, des individus modernes. Et finalement, il y a une troisième vague aujourd'hui, dont on assiste aujourd'hui, qui nous vient des États-Unis, des études de genre, matinée de French Theory, et qui vise non plus à l'égalité ou à l'émancipation, mais finalement à l'indifférenciation. Et en fait, on pense que c'est une égalité qui se mue en égalitarisme, et finalement, pour les émanciper, pour émanciper l'homme et la femme, il faut les rendre semblables. Mais en fait, si on regarde, cette théorie du genre est entièrement en germe dans Simone de Beauvoir et dans Deuxième Sexe, puisqu'elle écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de différence objective entre hommes et femmes, et que finalement, pour que la femme soit libre, il faut qu'elle se fasse semblable à l'homme, et finalement, elle met à jour toute la mécanique de construction de l'altérité homme-femme, en disant, voilà, une femme, on dresse les petites filles à devenir des femmes, et finalement, elle dit, on ne naît pas femme, on le devient, et Judith Butler, aujourd'hui, dit, pourquoi le devenir, finalement, puisque tout est construit, pourquoi ne pas tout déconstruire, et pourquoi ne pas choisir son sexe, choisir son genre, choisir son orientation. Finalement, le féminisme a fini par nier son objet même, c'est-à-dire la femme. C'est-à-dire qu'il dit, aujourd'hui, le féminisme dit, il n'existe même plus de femme, il n'y a plus d'altérité sexuelle. Et donc cette troisième vague est extrêmement... heureusement, elle est minoritaire et radicale. Je ne pense pas qu'elle soit dominante dans la société, mais ce sont des franges extrêmement minoritaires qui, quand même, arrivent à imposer leurs idées, notamment par des formes d'ingénierie sociale. On l'a vu par plein de petites choses. Par exemple, la tentative d'instaurer les ABCD de l'égalité à l'école. Moi, j'ai titré mon livre « Adieu mademoiselle », en référence à la suppression du mot mademoiselle des formulaires administratifs sous le gouvernement Fillon en 2011. Ce qui prouve d'ailleurs que la droite est quasiment aussi soumise que la gauche à l'hégémonie culturelle du néo-féminisme, et souvent même en avance. Et donc voilà, c'est cette idée que toute différence serait forcément une discrimination socialement organisée pour dominer les femmes. Et en fait, dès qu'il y a une différence quelque part, ça montre que dès qu'on traite différemment la femme de l'homme, c'est forcément pour la dégrader, pour la soumettre. Par exemple, tenir la porte à une femme, comme on ne tient pas la porte à un homme, ben c'est finalement c'est une forme c'est quelque chose de dégradant. Et on ne s'interroge jamais sur pourquoi ces codes sociaux existent. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? Non, parce qu'ils sont construits, il faut les déconstruire. Parce que il n'y a pas une symétrie parfaite, il faut aplanir cette dissymétrie. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas féministe, même si j'aimerais bien trouver un mot, je suis en train de réfléchir, de trouver un mot qui puisse être une alternative au féminisme. Peut-être le mot d'alter-féminisme me conviendrait peut-être, mais disons, ce qui me gêne vraiment, c'est le isme, ce côté systématique et idéologue. Oui, on a bien compris que votre ennemi, c'est l'idéologie, et là, je me sens tout à fait en harmonie avec vous. Les ismes, c'est très très dangereux. Je commençais mon cours en général en Hippocane pendant des années par une série de quelques
semaine sur ce que j'appelais les mots en isme, où je les mettais en garde effectivement contre tous les ismes qui sont effectivement plus dangereux les uns que les autres. Donc, on a bien compris effectivement que vous introduisiez de la nuance et de la diversité dans l'évolution des choses. Il n'y a pas un chemin linéaire qui mène vers la libération et l'épanouissement, et que vous êtes en particulier très attentive aux dérives de la théorie du genre. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mais s'il y a de la diversité dans les sociétés et dans les cultures, il y a peut-être aussi de la diversité dans le féminisme. Est-ce qu'il y a des féministes qui ont votre sympathie plus que d'autres? Bonne question. Dans les féministes contemporaines, disons que moi je me sens assez proche de quelqu'un comme Sylviane Agacinski, par exemple, qui défend, qui a fait un très beau livre, Corps en miettes, où elle s'érigeait justement contre la technicisation du corps des femmes, notamment via la gestation pour autrui, mais aussi la PMA, etc. Et donc moi je suis assez proche de ces positions, puisque c'est quelqu'un qui vraiment considère la femme comme un objet à part et qui ne nie pas l'altérité sexuelle, même si elle a étudié évidemment l'historicité de cette altérité sexuelle. Elle a démontré qu'elle était différente selon les siècles. Mais ce qui me gêne, c'est de passer de l'historicité à la caducité, c'est-à-dire de dire voilà, parce que c'est historique, ça n'a pas de sens. C'est un peu le problème de l'individualisme libéral, c'est de penser que tout ce qui est construit, tout ce qui est codifié, tout ce qui est tradition, de questionner en permanence la tradition et de la raisonner, et finalement de vouloir supprimer les coutumes sous prétexte qu'elles ne seraient pas raisonnables. Et donc voilà, tout ça pour dire que Madame Agacinski a ma grande sympathie. Après, je suis en train de réfléchir, mais j'ai beaucoup lu toutes les féministes. Moi, au début du livre, je fais quand même un petit paragraphe d'hommage à Simone de Beauvoir, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et je suis en total désaccord avec elle, comme j'admire beaucoup Nietzsche, et je suis en total désaccord avec lui, et comme on vous l'a mal expliqué. Non, mais je veux dire, il y a plein de gens que je lis et que j'admire sans adhérer à leurs idées. Et au contraire, j'ai un grand respect pour beaucoup d'intellectuels de qui je ne partage pas. Et je pense que Simone de Beauvoir était extrêmement douée, et son deuxième sexe est assez fascinant d'intelligence, même s'il transpire d'un mépris effroyable pour la condition féminine et une haine de soi absolument délirante. C'est quand même un livre puissant, et j'aime beaucoup aussi ses mémoires que je trouve extraordinaires. Et surtout, Simone de Beauvoir avait tout lu, elle avait lu tous les classiques. Elle cite la correspondance de la femme de Tolstoï dans tout le deuxième sexe. Elle cite Barès, elle cite Gide, elle cite tous les auteurs de son temps, et elle avait quand même une aisance, et elle avait comme matière brute quand même la littérature, et finalement, alors que ces héritières, qui sont ces néo-féministes, sont finalement, elles s'arment de calculatrices, là où Simone de Beauvoir avec des romans, et elles sont extrêmement tatillonnes, extrêmement incultes. Elles n'ont lu que Simone de Beauvoir, justement, alors que Simone de Beauvoir avait tout lu. Et c'est ça qui me dérange aussi, c'est qu'il y a quand même un appauvrissement intellectuel du féminisme qui est aussi dérangeant. Et je pense que malheureusement, le féminisme n'a pas produit des femmes plus intelligentes. Alors, vous avez beaucoup employé le mot altérité, je crois que c'est essentiel, on y reviendra puisqu'on parlera de la théorie du genre tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, on est là devant une idéologie assez perverse et assez monstrueuse. Je partage absolument tout ce que vous avez écrit sur le sujet. Au sein du féminisme, vous êtes peut-être un peu jeune pour l'avoir lu. Il y a une femme dont j'étais un grand admirateur, qui était Lucie Irigaray. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous intéresser à Lucie Irigaray, qui avait écrit « Parler n'est jamais neutre »,« J'aime à toi ». Et c'est précisément quelqu'un qui est parti d'un combat qui peut sembler légitime, qui était le combat effectivement de l'engagé. Si il et elle vont au cinéma, à l'arrivée, ils vont au cinéma et elle est passée à la trappe. Voilà, ça c'était Parler n'est jamais neutre. Bon. Donc elle est partie de ce combat, mais très rapidement on trouve chez elle quelque chose de très intéressant, qui est l'idée que, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, la thèse, si je peux la résumer un peu brutalement, de Lucie Irigaray, c'est que, au fond, il y a eu, et je crois qu'on ne peut pas le contester totalement, il a existé quelque chose comme la phallocratie, plus ou moins, selon les époques, mais vous avez vous-même noté qu'il y a eu une régression à partir de Napoléon, de la Révolution française, etc. Donc il y a eu une certaine phallocratie dans nos sociétés.
Et l'idée de Luce Irigaray, c'est qu'au fond, le masculin et le féminin sont un peu piégés l'un comme l'autre, parce que les hommes, pour assurer au fond leur domination, ont construit une image d'eux qui n'est pas eux, hein, le mâle dominant, protecteur, puissant, courageux, etc., qui est un fantasme pur. Et en face de cela, il a construit une image également caricaturale de la femme fragile qui a besoin d'être protégée, etc. Et l'idée de Luce Irigaray, c'est qu'au fond, les deux sexes sont victimes, finalement. C'est-à-dire que les hommes sont victimes parce qu'ils se sentent obligés de jouer un rôle qui ne leur correspond pas nécessairement, parce qu'on n'est pas obligé d'être un fonceur musclé ou un première ligne du RCT pour être un homme, et que, inversement, les femmes se sont retrouvées aussi piégées dans un modèle auquel elles ont essayé d'adhérer pour avoir une réussite sociale, qui n'est pas elle non plus. Donc l'idée de Luce Irigaray, effectivement, ça qui m'avait beaucoup touché chez elle, et je vous invite à la découvrir, c'est une grande dame. Je parle d'elle au présent, elle est peut-être décédée parce qu'elle a écrit il y a très longtemps. Luce Irigaray a ceci d'intéressant qu'elle semble considérer que, au fond, on a non pas à supprimer la différence des sexes, mais à réinventer au contraire cette différence, c'est-à-dire à essayer de trouver une masculinité qui soit pas frauduleuse et une féminité qui soit pas frauduleuse. Un peu comme Antoinette Fouque qui disait que, Antoinette Fouque aussi. J'avais oublié Antoinette Fouque. Alors Antoinette Fouque, j'aimerais que vous en parliez. Je l'avais invitée ici à la Garde. Parce que justement, elle a écrit un livre où elle a dit il y a deux sexes et ça devrait être écrit dans la Constitution qu'il y a deux sexes et que l'humanité est divisée en deux sexes. Voilà, et elle était très opposée à la théorie du genre, et c'est une féministe historique. Et d'ailleurs, elle avait eu un enfant très jeune, je crois 19-20 ans, et elle était dans les cercles féministes pendant mai 68, et tout le monde l'a critiquée en disant qu'elle était soumise. Et elle disait non, pas du tout, on peut très bien être féministe, avoir des enfants, jeunes même, et être une mère. Et pour revenir à ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord avec vous que je ne nie absolument pas l'existence de stéréotypes et d'une vision caricaturée de la féminité ou de la virilité. Mais ce que je constate, c'est que plus ce féminisme militant s'avance sur la scène publique, plus finalement jamais la société n'a été autant stéréotypée. Quand vous regardez la télé-réalité par exemple, la pornographie, la publicité, quand vous regardez comment les enfants de 12 à 14 ans dans les cours de récré se traitent mutuellement, jamais la femme n'a été autant objectivée par exemple. Et donc ce que je constate, c'est qu'il y a une offensive idéologique qui consiste à déconstruire l'altérité sexuelle dans la sphère publique, et que cette altérité sexuelle ressurgit de manière outrancière et caricaturée dans d'autres domaines. Et que finalement, quand on délaisse le soin à la civilisation de civiliser ce rapport entre les sexes, de l'affiner, c'est un diamant brut qui est affiné de civilisation en civilisation. Évidemment, Louis XIV mettait des talons, il se poudrait et il faisait de la danse. Personne ne disait pour autant qu'il était transsexuel. Mais ça veut dire évidemment que les critères de la masculinité et de la féminité ont évolué durant les âges, et que Louis XIV n'était pas un rugbyman barbu qui buvait de la bière avec un ventre bedonnant et voilà. Mais donc personne, ça n'a jamais été figé à travers les siècles. Et justement, il y avait une sorte de raffinement qui faisait qu'on n'avait pas besoin forcément d'être poilu pour être un homme. Et aujourd'hui, je remarque que quand même, jamais le masculin et le féminin finalement n'ont été autant stéréotypés. Quand vous parlez par exemple des jouets pour enfants, on en parle souvent. C'est vrai que jamais les jouets pour enfants n'ont été autant stéréotypés. Quand vous allez dans un magasin, on est tous frappés en voyant qu'il y a un rayon rose et un rayon bleu, un rayon rose pour les petites filles, et puis c'est horrible, c'est du plastique made in China, c'est monstrueux. Et c'est récent, parce qu'auparavant, on achetait un vélo qu'on se passait de frère en sœur, ou des cubes ou un cerceau. Aujourd'hui, il faut acheter le vélo rose et le vélo bleu, comme ça on ne va pas se le prêter, et les parents consomment 2 fois plus. Donc il y a une espèce d'offensive marketing qui consiste à segmenter le marché pour vendre 2 fois plus, et finalement on joue sur les stéréotypes pour vendre 2 fois plus. Pareil pour les dessins animés d'ailleurs, on voit une segmentation des univers féminins et masculins dans les références culturelles. Maintenant les garçons regardent Star Wars et les petites filles La Reine des Neiges, alors qu'avant on regardait tous ensemble Bambi ou Blanche-Neige, et donc il y a une segmentation très très forte. Et donc moi je m'interroge en disant bah oui d'accord, mais le féminisme, ça fait 40 ans qu'il nous dit, voilà, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, on est tous pareils. Résultat, la société n'a jamais été autant divisée, il n'y a jamais eu autant de caricatures. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Est-ce que finalement, parce qu'on déconstruit de plus en plus le féminin, le masculin, qu'on jette un trouble dans le genre, comme dit Judith Butler,
il faut troubler le genre, il faut dire que les hommes et les femmes c'est pareil. Finalement, par un espèce de réflexe de repli, la société sécrète ces modèles extrêmement caricaturaux, presque pour se rassurer. Comme par exemple, aujourd'hui on se plaint qu'il y ait beaucoup d'homophobie à l'école et qu'on traite que les garçons et les petites filles, petits garçons se fassent traiter de PD par exemple dans les cours de récré. Moi quand j'étais petite ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu ça dans les cours de récré. Aujourd'hui on dit que de plus en plus on traite les petits garçons de PD dans les cours de récré et c'est vrai que comme on parle d'homosexualité très très jeune aux enfants, dans des cours en leur disant mais tu sais peut-être que tu es homosexuel, tu devrais te poser des questions sur ton orientation, tu as le droit de voilà. En fait quand on jette le trouble entre les sexualités, finalement il y a une espèce de regain viriliste et machiste et une sécrétion de modèles extrêmement caricaturaux. Et donc moi je pense que le problème c'est la solution c'est ni de nier la différence des sexes comme prétend le faire la théorie du genre en disant voilà il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, ils sont interchangeables. Et ils peuvent faire vraiment exactement les mêmes choses, et ils ont les mêmes qualités, exactement les mêmes, et cette espèce d'outrance mercantile qui fabrique des codes sociaux complètement caricaturaux finalement. Et il ne faut pas laisser la différence des sexes au marketing, à la pornographie ou à la télé-réalité. Il faut la construire. C'est toute une réflexion civilisationnelle de littérature, d'échange. Par exemple, la galanterie, la courtoisie, c'était une manière de civiliser cette différence brute de manière absolument raffinée et exquise. Et je crois que si on ne prend pas en charge cette civilité des sexes, elle ressurgira de toute manière brutalement. Et finalement de manière caricaturée. Et d'ailleurs, je ne sais plus quelle féministe américaine avait écrit quelque chose d'intéressant. Elle avait noté que la même année où les femmes américaines avaient obtenu le droit de l'homme et les droits de vote, la même année c'était le premier concours de Miss America. Elle disait au fur et à mesure que les femmes devenaient sujets, elles devenaient en même temps objets. C'est un peu la schizophrénie du féminisme, c'est-à-dire qu'on avance dans les droits des femmes et en même temps le corps des femmes est de plus en plus objectivé. Donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur ce sujet. J'aimerais lire quelques lignes à propos des jouets que j'ai beaucoup aimés. Dans les années 70-80, au moment où débuta la révolution féministe, entre guillemets, les jouets étaient davantage unisexes qu'au début des années 90, 2000 et 2010. Je crois que c'est indiscutable. On proposait même des machines à coudre pour les deux sexes, impensable aujourd'hui. Cette triste évolution était attribuée à la constitution de grands groupes industriels internationaux, au développement agressif des méthodes du marketing, en diffusant une offre mondiale standardisée. La globalisation économique du secteur du jouet rend propice la schématisation. Pour qu'une poupée fabriquée en Chine pèse autant à une petite américaine qu'à une petite française, il faut réduire et caricaturer à traits grossiers cette féminité censée être planétaire. 50 nuances de rose sont devenues le signe marchand du féminin, valant partout et pour toutes. Voilà, c'est très bien écrit en plus. Bien. Donc, mais alors c'est là qu'il y a peut-être, certains pourraient, je ne sais pas si j'ai pas lu tout ce qu'on a pu écrire sur votre livre, on va venir sur les caricatures dans quelques instants, mais au fond là, est-ce que c'est le féminisme qui est responsable de ça, ou est-ce que c'est justement la globalisation, la mondialisation? Est-ce que c'est pas davantage la globalisation, la mondialisation que le féminisme qui est responsable effectivement de cette régression et de ces stéréotypes qui sont plus présents que jamais, plus présents aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Est-ce qu'on peut accuser les féministes sur ce plan-là? Voilà, ça, je m'interroge là-dessus. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, elles ne sont peut-être pas directement responsables, mais elles sont complices, dans le sens où elles ne font rien pour lutter. Enfin, c'est comme, je me souviens, ça m'avait beaucoup amusé, il y avait un groupe de féministes qui avait fait une manifestation contre la taxe rose, et en fait, elles se plaignaient que les objets féminins soient plus chers que les objets masculins. Et par exemple, elle disait, regardez, le rasoir rose chez Monoprix, il coûte 15 centimes de plus que le rasoir bleu. J'ai envie de leur dire, mais si vous êtes assez stupide pour acheter un rasoir rose en pensant que c'est mieux qu'un rasoir bleu, c'est votre faute, c'est pas la mienne. Et c'est pas la faute du système. Si vous êtes assez stupide pour tomber dans ce piège du marketing, enfin, critiquez le marketing, critiquez la surconsommation, mais finalement, enfin, c'est un piège débile. Si vous tombez dedans, tant pis pour vous, mais c'est exactement les mêmes rasoirs, donc, si c'est vous, enfin, et donc je trouvais ça assez ridicule. Mais en effet, donc moi je pense qu'il faut faire une critique de la consommation en général et aller vers une sobriété heureuse. Mais par exemple, il y a fort à parier que les derniers jeux de société et les jeux en bois se trouvent chez les familles catholiques traditionnalistes qui ont défilé contre la théorie du genre, mais et que les bobos du Marais donnent à leurs enfants des Barbies roses et des jouets en plastique made in China. Mais disons que je pense que la réflexion elle est plus allée de ce côté-là, vers qu'est-ce qu'on veut comme pour nos enfants. Est-ce qu'on veut des jeux vraiment
éducatifs et pas forcément pas forcément des jeux unisexes, mais des jeux simplement qui puissent parce que maintenant aujourd'hui on crée une troisième catégorie de jeux qui serait les jeux unisexes qui iraient à tous, et donc ça crée en fait ça crée un marché en plus, en fait c'est la création d'un marché, l'idéologie permet de créer un marché supplémentaire, alors que faut peut-être revenir tout simplement à des choses plus simples. Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant une série de thèmes majeurs de votre ouvrage, et j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre que votre livre est très, très éloigné des caricatures qui en ont été faites, des caricatures grossières. Je crois que, alors je vous le disais tout à l'heure, je ne veux pas dire devant une journaliste du mal des journalistes, ce serait malvenu. Je vous en prie, allez-y. Mais Nietzsche a dit que vous n'aimez pas, a dit des choses extraordinaires sur les journalistes. Moi j'en ai parlé dans ma thèse, à tel point que j'ai enquêté, j'ai dit il a dû avoir un problème à un moment donné dans sa vie avec les journalistes, il n'y a jamais de problème. Mais il a une vision extraordinaire de la puissance journalistique qui est en train de se mettre en place à son époque. Il n'est pas tout à fait le seul. Balzac avait dit des choses pas mal aussi sur le sujet. Bien. Donc, les journalistes, ils lisent en diagonale, ils lisent vite, ils sont des gens pressés. Et c'est vrai qu'ils ont souvent une façon un peu choquante de présenter. Moi, j'ai trouvé beaucoup de nuances sur beaucoup de plans dans votre livre. J'aimerais qu'on les explore ensemble. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les thèmes que je vais aborder avec vous maintenant. Oui. Je vous laisse le soin d'entamer le propos, et puis ensuite je vous interrogerai sur quelques points. Oui, juste sur la manière dont j'ai été caricaturée, c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir fait un livre, sinon subtil, du moins modéré. Disons que j'essayais de pas tomber dans le travers d'une forme d'antiféminisme primaire, tout en étant assez étayé dans mes propos. Et en fait, je me suis rendu compte par la violence des attaques dont j'ai fait l'objet. Je vais pas non plus me victimiser parce que je suis pas féministe, mais disons que j'étais assez surprise par la violence en fait des attaques, et je me suis rendu compte que finalement le féminisme était un tabou. En fait, on n'avait pas le droit de l'attaquer. C'était vraiment une doxa. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas se dire féministe, sinon on est une traître, une collabo. Je pense que le fait que je sois une femme a redoublé peut-être la violence de l'attaque, parce que j'étais considérée comme une traître, quoi. C'était vraiment j'avais trahi la cause dont j'étais censée, parce que j'étais jeune et que j'étais une femme, être une adhérente a priori. Et finalement ça m'a assez et je pense que on est dans une société où entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais le politiquement correct est en train de reculer sur beaucoup de sujets, notamment on l'a vu sur le multiculturalisme, sur l'immigration, sur l'identité. Il y a beaucoup de sujets où le politiquement correct n'existe plus, et je crois qu'il se cristallise de manière très très puissante dans le féminisme, justement peut-être parce qu'il perd du terrain ailleurs. Et finalement, il y a une espèce de cristallisation progressiste sur le féminisme en disant ça, vous n'y touchez pas, et je pense qu'on est vraiment au début d'une critique, et qu'on est sur ces sujets-là, sur le sujet du féminisme, comme on était il y a 20 ou 30 ans sur les sujets du multiculturalisme ou de l'immigration, et qu'on est vraiment au début d'une critique. Ça reste un sujet très très tabou, intouchable. Voilà, donc j'espère que la critique s'approfondira et qu'on ne sera pas submergé, mais voilà, j'ai été assez surprise par surtout la caricature, l'idée que si vous proposez un droit d'inventaire ou de juste une critique, voilà, en demi-teinte, en disant voilà, il y a peut-être des choses pas très bien, mais vous êtes tout de suite mis dans le camp des réactionnaires, des antiféministes, voilà, que au moment on me fait passer pour quelqu'un qui voulait que les femmes s'avortent avec des cintres et qu'elles restent à la cuisine pendant que leur mari allait voter. Enfin, vraiment des choses dont je dis noir sur blanc dans mon livre, que ce n'est pas ce que je pense. Donc tout de suite on m'a mis dans ce camp-là parce que j'osais faire une critique du féminisme. J'étais assez surprise. Oui, je crois que c'est très intéressant ce que vous dites sur le camp retranché que représenterait un peu le féminisme. C'est vrai que le politiquement correct recule, enfin, je serais plus nuancé que vous, il recule et il se porte bien quand même. Mais enfin... Surtout dans ce sujet. Mais j'étais frappée d'ailleurs parce que la dernière fois, j'étais sur un plateau télé avec des féministes professionnelles, puisque c'est un métier, il faut savoir. Il y a des gens qui en vivent. Et elles me disaient, c'était au moment de l'affaire Beaupin, et elles étaient très très fières. Elles disaient, regardez, vous avez vu là dans les médias, personne n'a osé faire les malins, ils n'ont pas fait une seule blague, on a gagné, parce qu'au moment de l'affaire Strauss-Kahn, les gens, ils osaient faire des blagues et tout, là, tout le monde s'est tu, tout le monde a accusé Beaupin, c'est bien, ça veut dire qu'on progresse, ça veut dire que maintenant, on n'a plus le droit il y avait vraiment une espèce, j'avais trouvé ça terrifiant, quoi, c'était vraiment une espèce
d'ode à l'unanimisme en disant maintenant il n'y a plus personne on voit qu'une seule tête, personne n'a osé dévier la ligne, parce que c'est vrai qu'au moment de l'affaire Strauss-Kahn, il y avait quelques personnes qui avaient pris la défense de Dominique Strauss-Kahn, qui avaient dit que les féministes exagéraient. C'est vrai que là, pendant l'affaire Beaupin, ça a été beaucoup plus. Ils avaient dit, bah voilà, on a gagné, on progresse. Et c'est vrai qu'il y a une restriction du champ de la pensée, de l'expression, qui est assez inquiétante. Alors, puisqu'on est dans les nuances, moi, il y a des pages qui m'ont beaucoup marqué et qui sont inattendues. Enfin, si on part en tout cas des caricatures que vous avez subies, c'est les pages sur le voile. Je vais en lire quelques lignes. Dans un monde où le corps de la femme n'a jamais été autant objectivé, le voile est perçu comme un rempart contre l'hypersexualisation, et vous citez donc des jeunes femmes voilées. J'essaye avec mon voile de dire aux hommes d'oublier ma partie féminine et de me voir comme leur égale. Si l'on considère que la nudité valorise la femme, on la réduit à un corps, elle est insultée dans les pubs, on y voit toujours les mêmes clichés, une femme à moitié nue, etc. Une autre s'exprime ainsi: le corps de la femme est devenu un objet dévalué dans nos sociétés. Il y a un tel écart entre la femme voilée qui se cache et la femme qui utilise ses charmes pour vendre un produit que forcément on passe pour des extrémistes. Et vous, le commentaire que vous faites de ces citations, il ne faut pas seulement entendre, il faut aussi écouter ces témoins. Ce geste, donc, le fait de se voiler, nous dit quelque chose sur notre société. Il envoie un message qu'il convient de prendre à sa juste mesure, sans céder à l'aveuglement, qu'ils prennent les visages de l'inflexibilité ou de la résignation. Et je lis la fin qui est très importante de ce chapitre, qui est un très très beau chapitre. Tenir bon sur la pierre angulaire de la mixité des sexes dans l'espace public, à l'école, mais aussi à la piscine. Accepter la présence du voile partout ailleurs où il découle d'un choix raisonné. Ne pas en dramatiser le port. Ne pas le conforter comme un symbole de contestation politique, d'opposition à la France et à son État. Le renvoyer à la sphère qui est la sienne, religieuse, celle de l'islam, et de la nécessaire conciliation de l'islam avec les modernités. Je crois qu'il n'y a pas d'autre voie d'équité. Je crois que c'est de belles affirmations, et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette position qui est la vôtre par rapport au port du voile dans notre société. Oui, le voile est vraiment une question qui divise énormément les féministes. Je dirais que c'est principalement, avec la GPA peut-être, mais c'est vraiment la grande fracture du féminisme français entre d'un côté les féministes, on va dire à la Badinter, universalistes, laïques, qui considèrent que de toute manière toutes les religions sont un moyen de dominer la femme et que finalement le voile est systématiquement un outil de domination. Et les féministes, on va dire à la Rokhaya Diallo, j'appelle les féministes indigènes, qui pensent que finalement, du nom des indigènes de la République, qui pensent que finalement le voile qui sont extrêmement relativistes, qui pensent que le voile est un vêtement comme un autre et que finalement ça n'a aucune dimension symbolique et qu'on peut porter le voile comme on porte des talons et que j'entendais Rokhaya Diallo chez Alain Finkielkraut l'autre jour qui disait je vois pas pourquoi on critiquerait le voile et on critiquerait pas les talons aiguilles parce que c'est autant une vision négative de la femme, une domination de la femme qui se fait souffrir. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, parce que je pense que le voile a une dimension symbolique et religieuse. À part, c'est pas un vêtement comme un autre. C'est évidemment pas un vêtement comme un autre. Il a une signification, et cette signification est celle du fait que la femme doit montrer plus de pudeur que l'homme, parce qu'elle est tentatrice. Je ne nie absolument pas cette dimension. Simplement, je pense que les femmes aujourd'hui qui le portent ne le font pas forcément pour ces raisons. Et quand on interroge les femmes, les jeunes filles qui ont mon âge ou plus jeunes qui portent le voile, généralement des gens sont très jeunes. Et on voit que elles le font pas parce que leur frère ou leur père le demandent forcément. Il y en a certainement, il faut surtout pas le nier. Et à chaque fois que le voile est obligé et imposé, c'est absolument scandaleux. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui le font par choix. Et ce choix, il y a un très beau livre d'Élé Béji, qui est une féministe tunisienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Islam Pride, où elle explique un peu le regain du voile. En fait, c'est une féministe de la génération Bourguiba, extrêmement laïque, qui elle a toujours vomi le voile et qui trouve ça abominable. Et elle s'interroge, mais vraiment sérieusement, sur pourquoi les jeunes filles se remettent à porter le voile en Tunisie, en France, ailleurs. Pourquoi elles font ça alors que finalement toute sa génération elles ont passé leur vie à se battre contre ça. Pourquoi elles y reviennent? Elle le fait sans prétention, sans les condamner. Parce que moi je trouve que par exemple Madame Badinter est très très dure, quoi. Elle a dit vous êtes des idiotes, vous êtes. Elle essaie de comprendre vraiment leur démarche. Et elle dit, en fait, c'est une sorte c'est extrêmement moderne, en fait, comme geste, c'est un geste identitaire, c'est une pudeur exhibitionniste, c'est-à-dire, je montre que j'existe dans l'espace public,
j'ai besoin d'affirmer que j'appartiens à une communauté. Et on peut comprendre quand on est de ma génération et qu'on est dans une génération qui a grandi dans une forme de modernité assez nihiliste, sans repères, sans valeurs, sans idéal auquel se raccrocher. Parfois, on a le sentiment de vouloir se raccrocher à une communauté identitaire, et certaines jeunes filles paumées se saisissent du voile comme un outil de revendication et d'existence dans l'espace public, pour un étendard en fait. Et je crois que le problème de porter trop la question sur le voile, de rattacher systématiquement la question de l'islam à la question du voile, qui en est un des aspects visibles, extérieurs, qu'on voit le plus, en effet, mais qui n'est pas forcément le plus dangereux et le plus problématique. Je pense que ça peut, au contraire, crisper les femmes et en faire de plus en plus un moyen de contestation sociale. C'est-à-dire que, à force de dire le voile c'est pas bien, mais finalement, il y a des jeunes filles s'en emparent pour dire je vous emmerde et je porte le voile. Et on voit que d'ailleurs il n'y a pas eu de baisse finalement du port du voile malgré les lois de 2004 et de 2010. Au contraire, les jeunes filles enlèvent le voile à la porte de l'école, même si je suis pour la loi de 2004, mais en tout cas, ça n'a pas fait reculer l'islamisation des jeunes filles et de la société. Par contre, voilà, il convient de lutter aux sources de cette radicalisation, et peut-être même, voilà, en laissant, comment dire, les femmes voilées, notamment aller à l'université. Moi, je connais une femme voilée qui s'est dévoilée en allant à l'université parce qu'elle a fréquenté d'autres jeunes filles, elle a fréquenté le savoir, elle s'est ouverte et elle a décidé de se dévoiler. Donc, si on prive ces jeunes filles, par exemple, d'aller à l'université, de pouvoir se mélanger à la société, elle risque de se replier sur elle-même et, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Et donc voilà, c'est un peu la position que j'essaie de défendre, qui est pas forcément évidente, parce qu'on est dans une radicalisation des deux côtés et c'est difficile d'échapper à tous les écueils. Mais voilà, et je remarque qu'il y a beaucoup soit les féministes sont, comme Badinter, vent debout contre le voile, en disant que c'est vraiment la pire des abominations. Soit elles sont d'une étrange complaisance. Je me souviens, j'étais sur un plateau télé avec Caroline de Haas, qui on l'interrogeait sur le voile. Alors elle était là, bon, oui, je suis contre, mais j'ai pas envie d'en parler parce que ça fait le jeu du Front National. Donc voilà, ce genre de phrase. Et par contre, elle se privait pas de taper sur les catholiques de la Manif pour tous, qui étaient absolument eux monstrueux. Donc il y a une espèce de complaisance aussi dont je parle longuement dans le livre, de cette espèce de complaisance de la gauche féministe envers l'islam qu'elles n'ont pas envers le catholicisme qui est accusé de tous les maux. J'aimerais qu'on en vienne à des rares points sur lesquels je me sens pas totalement en harmonie avec vos positions, c'est la parité. Je lis ce que vous écrivez: à l'instar de la dictature du prolétariat dans le marxisme, la parité est dans le féminisme une proposition transitoire, censée être abolie lorsqu'adviendra le meilleur des mondes, le communisme dans le premier cas, le règne millimétré du 50-50 dans le second. Ainsi soit-il. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente, écrivait Françoise Giroud. La parité a comblé ce vœu ironique. Il y aura des femmes députées, ministres, conseillères d'administration, non pas parce qu'elles ont des qualités strictement féminines, parce qu'elles sont mères, épouses et filles, non pas parce qu'elles sont talentueuses, mais parce qu'elles sont femmes, affiliées à une humanité sexuée qu'il convient pourtant de déconstruire pour la libérer. Alors, j'admets qu'il y a un problème philosophique, je dirais presque même métaphysique dans la parité. Est-ce que malgré tout, elle n'a pas eu le mérite d'accélérer un processus qui peut-être aurait été quand même extrêmement lent? Moi, je la vois au niveau politique, par exemple, au niveau de la politique locale. C'est la seule expérience que j'ai, et ça sera la première et la dernière. Je pense que ça n'a pas été totalement négatif d'introduire la parité, de faire en sorte qu'on ait des conseils municipaux équilibrés entre hommes et femmes, même chose dans les conseils départementaux. Donc, je comprends mal comment on peut être sévère, et j'aimerais que vous expliquiez un peu mieux votre position par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous, peut-être que le résultat en valait la chandelle, mais je pense que le principe même est humiliant pour les femmes, puisque c'est comme la discrimination positive d'ailleurs, mais c'est un principe qui consiste à donner un passe-droit aux femmes parce qu'elles sont femmes, et en même temps, en fait, ce qui est schizophrénique, c'est que la parité, le féminisme dit que la femme n'existe pas,
En gros, la femme c'est pareil que l'homme, mais pourtant, parce que vous êtes femme, vous allez pouvoir accéder à un poste important. Et c'est un peu la schizophrénie du féminisme qui a tendance à penser une forme de communautarisme féminin, tout en niant l'existence du féminin. C'est-à-dire qu'on dit, toutes les femmes, on prétexte à un nous féminin, nous les femmes, on va faire ça, nous les femmes, on va faire ci, tout en disant que ce nous, qu'est-ce que c'est? Ils sont incapables de le définir, puisque la maternité, ça n'existe pas, l'instinct maternel, ça n'existe pas, la féminité, c'est une invention. Et donc c'est ça qui me dérange un peu, c'est que la parité finalement réussit à nier dans la femme à la fois le particulier et l'universel. L'universel parce qu'elle considère que c'est un individu à part, puisqu'elle aurait droit à un passe-droit pour accéder à certains postes, et le particulier puisqu'on considère que finalement c'est pas parce qu'elles sont femmes en tant qu'individu féminin qu'elles passent, mais parce qu'elles appartiennent à une espèce d'entité abstraite. Et pour en revenir une conséquence pratique de cela, il y a aussi une question, c'est quand est-ce que ça s'arrêtera cette parité? C'est-à-dire où on arrête, où on fixe la limite. C'est comme la dictature du prolétariat, c'est très bien en effet, oui, donnons le pouvoir au peuple, aux ouvriers. Moi je suis pour, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quelles sont les limites? Quelles sont les conditions? Et là on arrive dans une espèce de d'hubris de la parité qui est partout maintenant. On a peut-être la parité, mais la loi du 4 août 2014 de Najat Vallaud-Belkacem qui est une référence à l'abolition des privilèges, mais qui veut mettre de la parité, mais partout, dans les associations, dans les comités d'entreprise, dans les conseils, partout. Maintenant, on va devoir arriver au règne millimétré du 50-50. Le problème, c'est quand le principe est fondamentalement injuste et mauvais, où lui fixer une limite? Et moi, je vois pas où est cette limite. Et quand est-ce qu'on nous dira, c'est bon, maintenant, on arrête la parité? Je dis en 1917, quand on a fait la révolution, on a dit, la dictature du prolétariat sera transitoire, et puis on a eu le Parti communiste pendant 70 ans. Il y a un moment, quand est-ce que ça, qui décrétera qu'un jour la parité n'est plus nécessaire? Je pense qu'on ne verra jamais cette fin-là, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire, mais là c'est 49,9%, là il n'y en a pas assez dans ça, et finalement on arrive à une espèce de schizophrénie, et je pense que c'est assez, comme le disait très justement François Giroud, je pense qu'on est arrivé à ce point où le féminisme a réussi, puisqu'on nomme maintenant des femmes incompétentes à des postes importants. Le gouvernement de François Hollande en est la preuve illustre. Et je crois qu'elle avait raison de dire ça. Maintenant, on est passé à autre chose. Donc, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Il y a aussi des hommes incompétents, politiques. Ah oui, ça c'est sûr. Je notais, est-ce que la parité produit des hommes et des femmes politiques plus intelligentes? C'est une vraie question. Parce que citez-moi une femme politique qui est arrivée là où elle est, et qui a une légitimité incontestée grâce à la parité. Franchement, citez-moi-en une seule. Et là, je vous dis que vous avez raison. Je vais réfléchir sur le sujet. Alors, je crois que vous mettez bien en évidence par rapport à la théorie du genre, entre autres, les paradoxes, les fautes logiques dans lesquelles on baigne aujourd'hui, un peu comme Jean-François Mattei m'a dit que vous l'avez connu, c'est votre première interview, mon regretté ami Jean-François, qui a dénoncé avec merveille les paradoxes du relativisme. Bon, paradoxe au niveau de l'idée même de race, les races n'existent pas, mais toutes les races sont égales. Cherchez l'erreur. Sur effectivement les deux sexes, il n'y a pas de sexe, mais ils doivent être égaux. Donc, est-ce qu'au fond, avec la théorie du genre, on n'a pas une sorte de machine infernale qui va faire imploser de l'intérieur le féminisme? Je crois que, en effet, il y a une espèce de, c'est tellement radical dans cette forme de déconstructivisme que finalement, la théorie de genre ne résiste pas, justement, c'est une théorie, la théorie de genre ne résiste pas à l'expérience. Et finalement, on aura beau proclamer que les deux sexes n'existent pas, l'expérience du réel concret nous montre tous les jours, quotidiennement et empiriquement, que c'est la réalité. Une fois, je me souviens, j'étais sur un plateau de télé avec une universitaire spécialiste du genre et qui me disait, mais vous savez, j'ai lu une étude de scientifiques américaines qui montre qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Et j'étais d'accord, bon, très bien. Mais sortez dans la rue, parlez aux gens, vous savez très bien, moi je vous ai identifié comme une femme en me voyant. Vous savez concrètement et intimement, par votre bon sens, que la différence des sexes est là et qu'elle existe, et je pense qu'elle existera toujours et qu'elle résistera toujours à cette forme d'idéologie,
Donc, mais la question c'est est-ce que dans le débat d'idées, elle arrivera à s'imposer et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, cette forme d'idéologie règne de manière assez hégémonique dans le féminisme. Pas forcément, les féministes n'ont pas forcément d'ailleurs conscience que les présupposés de ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent vont aussi loin. C'est-à-dire qu'elles ont un discours qu'elles pensent de bon sens en disant mais il faut lutter contre les inégalités, et pour lutter contre les inégalités, il faut apprendre la tolérance, et pour apprendre la tolérance, il faut expliquer aux garçons et aux petites filles qu'ils sont pareils, et pour apprendre qu'ils sont pareils, il faut leur dire qu'ils il faut leur apprendre les contes inversés en disant que les petites princesses peuvent être moches et que les princes sont pas forcément virils, machin. Et donc finalement, elles sont pas forcément conscientes de ce que ça implique en dessous. Elles sont peut-être pleines de bonne volonté, hein, comme malheureusement c'est le démon du bien, comme dit Alain de Benoît. D'ailleurs, il a écrit un livre sur la théorie du genre qui s'appelle le démon du bien, et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'on veut bien faire, on a des bonnes intentions, mais finalement derrière ça, il y a toute une mécanique d'ingénierie sociale qui, moi, je pense, a un potentiel totalitaire. Réécrire le langage, dresser les petits enfants, les petits garçons et les petites filles, changer les représentations, déconstruire les coutumes, les traditions. Toutes choses qui se font assez spontanément dans l'histoire et dans les civilisations. C'est-à-dire évidemment qu'il y a des coutumes qui disparaissent. D'ailleurs, la galanterie est en train de disparaître petit à petit. Moi, je le déplore, mais et c'est pas forcément à cause des coups de boutoir des féministes qu'elle disparaît, mais parce qu'il y a un manque général d'éducation et que les mentalités évoluent, la culture évolue, mais finalement, évidemment les choses. Mais cette volonté de déconstruire par le haut, de manière planifiée. Et structurelle m'inquiète beaucoup. Oui, on essaye quand même d'agir par rapport à ça, puisque moi je fais de temps en temps des chocolats philo avec notre petit conseil municipal des enfants. C'est des élèves de CM2 et je vais leur faire dans 3 semaines un chocolat philo, et j'ai choisi le thème, c'est le respect et la politesse. Vous voyez, non, mais si on apprenait on résiste à la garde. Si on apprenait vraiment le respect et la politesse aux enfants, on n'aurait pas besoin de leur apprendre les idées de l'égalité. C'est-à-dire que traiter bien une femme de manière respectueuse, c'est la première règle de la politesse et de l'éducation. On ne se comporte pas comme un porc avec une femme, non pas parce qu'on a appris l'égalité des sexes, mais parce qu'on est éduqué par ses parents et qu'on a une forme de un homme, comme disait le père de Camus, un homme ça s'empêche. C'est ça l'éducation, c'est ça je pense que toute l'histoire du rapport de l'homme par rapport à la femme, c'est ça, c'est un homme ça s'empêche. Et aujourd'hui, on est justement dans une libération du désir, et l'homme ne s'empêche plus. Et le féminisme prétend lutter contre ça en rééduquant contre la lutte contre les stéréotypes, mais je crois que c'est juste une question d'éducation et de décence en fait.